montrer où ils sont produits. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là l'éclatement des lieux, il n'y a pas une convergence parisienne ou seulement sur un lieu unique, mais c'est important d'abord que ce projet s'adresse à ceux d'abord qui sont à l'image. Voilà un peu en... Bien sûr, la question de la maïotique nous intéresse. On fait notre petit bout de chemin à nous. On a gardé c'est vraiment comme une trame, un modèle, le projet de Godard. On n'a repris aucun de ses textes. On est parti à partir de là. C'est un matériau de travail. Par rapport à Toulouse, donc dans cet entre-deux où nous sommes par rapport à l'ouvrage initial et à Godard, il y a effectivement dans notre projet, à un moment donné, le Capitole, comme on voit sur la gravure. C'est le seul plan qui fait peut-être le lien avec l'ouvrage. Il y a aussi le titre de cet épisode, du premier épisode, car l'ouvrage, le sous-titre de l'ouvrage initial, c'est Devoir et patrie, et notre film, c'est Devoir et déroute. Je me demande, c'est intéressant de les voir dans le cadre du travail parce que naturellement il y a un grand changement par rapport à ce qu'on a vu hier, mais pour moi c'est un peu la continuation idéale de la conversation entre les jeunes et les journalistes à Bayersdorf. Quand il dit je veux pas un portrait de vos parcours personnels, mais exactement le contraire. Donc c'est aussi ce que tu as dit. Je voulais revenir sur l'épisode de la fille qui pour moi, pour la façon dont j'ai vécu les films, est décisif. Parce que, comment dire, nous avons beaucoup discuté les jours passés sur les stratégies de décalage que vous utilisez et qui sont différentes, etc. Et là aussi, j'ai eu, avec des moyens complètement différents, parce que la voix off est beaucoup plus, disons, classique, hein, comme façon de décaler ou de multiplier les perspectives ou de créer cette non-adhérence. Mais moi, j'étais très surprise parce que moi, j'adhérais exactement, disons, au... comment dirais-je, j'ai empathisé avec cette fille exactement comme les discours courants voudraient. C'est-à-dire qu'elle cherche à s'en tirer, elle cherche... Et les commentaires de la voix off m'a ramené, disons, à une interprétation plus complexe que je découvre être en effet la mienne et que je découvre être celle que je voudrais avoir. C'est-à-dire que pour elle, le défi, ce n'est pas de s'en tirer de là, mais c'est de s'approprier de ce qu'elle est jusqu'au fond. Donc, comment dire, parce que c'est vraiment le discours du gouvernement français. C'est le mieux sentir. Ceux qui étudient le plus que les autres peuvent partir et pour eux, il y a des possibilités. Donc, sous-entendu, c'est les autres qui n'ont pas envie, c'est les autres qui n'ont pas... Alors que pour elle, vraiment, et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle va penser quand elle voit ça. Parce que pour elle, je crois que le défi, vraiment, c'est de s'approprier de ce qu'elle est. Et c'est vraiment, pour moi, moi aussi, je suis issue d'une classe sociale comme celle-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très subtil ce que vous avez fait, de mon point de vue. Parce que c'est vraiment de détourner ces discours courants, c'est vraiment très difficile. Parce qu'on est amené à une adhésion naturelle à ça. Non? C'est-à-dire à cet effort de progresser, mais dans une ligne que quelqu'un d'autre a choisie à sa place. Et non de progresser dans la ligne de non seulement appartenir à une classe sociale, mais vouloir appartenir à... Vouloir, c'est maintenir et s'approprier de certaines valeurs qui sont là et qu'on voit très bien parce qu'il y a il y a des jeunes vraiment qui sont très vivants, qui sont pas du tout conformistes aussi. Ça, c'est aussi très étonnant. Donc, il me semble que... à partir de quelques questions que nous avons posées ici, nous sommes en train d'évoquer deux aspects différents. Je dirais qu'un aspect est affectif. Et l'exemple est très bon, quand moi et Giovanni on fait des projections de films de Pasolini. Récemment, on en a fait encore une, parce que c'est une maladie constante qui revient. Donc, on a encore fait une projection de Pasolini. Et quand on fait la projection de Pasolini, moi et Giovanni, on a une compréhension de Rome, dès ces années-là à Rome, intime. C'est-à-dire que je comprends les corps représentés, je comprends les langages,
que je regarde avec une forte nostalgie dans la face disparue des corps, de comment ils parlent, de comment ils sont dans le monde. Quand je montre ces films, je vous montre les films, à l'école par exemple, je montre les films, je suis devant une génération qui n'a aucun lien avec ces langages-là, c'est-à-dire les langages de corps d'un Italien des années 60-70. Il ne peut pas en comprendre la grammaire. Il voit donc cette chose avec une autre distance, une nouvelle distance, très intéressant pour moi aussi, c'est-à-dire qu'il en comprend tout à fait que ces corps sont à l'heure, il comprend tout à fait qu'est-ce que ça exprime. Il ne voit pas ce monde-là comme nous deux, on l'a vécu, parce qu'on est né là, tout simplement. Et il me semble que là, il y a quelque chose que nous sommes en train de sortir ici sur les lieux mêmes de ces films, sur les corps mêmes de ces films, sur les vivants, ce qu'on appelait, Lomine appelait les vivants, qui est quelque chose qui a une profonde compréhension que nous avons de cette chose, affectivement, physiquement, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce que dans les projets précédents n'arrivait pas de cette façon-là, parce que même comme Bayersdorf hier, cette mise en scène d'une Suisse inexistante s'est fait quand même dans un lieu qui nous reste fortement étranger, comme la DDR. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu la même histoire, on n'a pas vu les mêmes corps et on n'a pas un café pour nous, je veux dire, designer comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment étrange, c'est de l'étrangeté. Donc, il me semble là, nous sommes passés à un autre plan qui implique, et là je viens au deuxième point, me semble-t-il, des moyens différents que vous êtes allé chercher donc dans des exemples de travail sur la télévision, dans un domaine des réflexions sur les contemporains, d'idéologisation aussi du contemporain, des distanciations idéologiques et historiques du contemporain ou philosophiques du contemporain, qui sont des sources qui vous guident dans ces travaux. Et du coup, vous vous trouvez dans les problèmes d'être beaucoup plus délicat, comme tu relèves justement sur les scènes, par exemple de La Porte, mais il y en a d'autres aussi, qui sont vraiment des façons très délicates de réintroduire les théâtres joués, quelque part, hein. Les cadrages étudiés, je veux dire, tous les cadrages sont étudiés, mais je veux dire les cadrages programmés, que vous impliquez du coup tout à fait autrement dans des scènes beaucoup plus délicates, qui rejouent effectivement, qui jouent un peu de théâtre, mais tellement délicatement que ça pourrait passer presque inaperçu. Vous trouvez dans la nécessité d'une caméra placée au centre de ce lieu qui est actuel, et donc dans une écriture qui n'est plus un programme qui peut être mené de la même façon, comme quand vous montrez les images de vos tables de travail, avec les blocs de dialogue qui commencent à être travaillés dans une construction d'écriture dialectique, mais quand même dans un champ d'une table, dans les champs de la table, les champs visuels de la table. Mais semble-t-il que nous sommes maintenant dans un champ visuel qui est complexe, parce que nous tous sommes liés à cette chose. Du coup, la question, d'ailleurs, déjà en voyant Godard aujourd'hui, il y a une distance temporelle qui s'opère par le fait que l'idéologie telle qu'il l'applique d'une façon brutale à l'image, même dans la caméra posée sur la caisse, l'auteur de la caisse, qui nous cadre le chef des caissières, qui ne chef dit rien, est quelque chose qui met en place une parole qui aujourd'hui est déjà désuète, mais qui à l'époque, à la télé, avait certainement un tout autre impact provocateur et provocateur d'affection, je dirais, qu'aujourd'hui ce film n'a plus. Parce qu'il est vu aujourd'hui avec une distance quand même d'un certain nombre d'années. Il me semble donc que la construction que vous faites tient compte de cette chose et en même temps choque par cette chose. Et que finalement nous sommes beaucoup en train de parler de ces aspects-là. Et finalement, ce qu'on est un peu sous-entendu dans les choses que vous dites, dans les critiques que vous faites, est où est resté les musées, en fait. La structure plastique qui, elle, venait contrebalancer cette construction.
C'est d'ailleurs une question qui peut-être reste ouverte et qui, je serais curieuse de savoir du coup, quand après coup vous avez réinstallé les pièces, comment est-ce que vous les avez réinstallées? C'est-à-dire comment vous avez repris cette question du lieu, des projections, en compte pour justement retravailler ces aspects qui apparemment nous animent beaucoup et nous font participer au débat. Non, mais en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est quoi? Enfin, justement, j'étais pas du tout d'accord avec que justement la forme créatrice, ce qui fait que c'est une œuvre d'art et pas un documentaire qu'on voit à la télé, c'est que justement, si c'était passé, moi, ça me faisait penser, enfin, ce que vous disiez, ça me fait penser à, je sais plus, c'était dans les années 90, il y avait un documentaire qui était passé sur Arte, je pense que c'était un 54 minutes, ça s'appelait Faire kiffer les anges. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc là. Et en fait, c'était un documentaire qui se passait dans une cité où ces jeunes-là, en fait, ça parlait du hip-hop et toute la culture. Et donc, ces danseurs-là voulaient faire kiffer les anges, mais du coup, le documentaliste a appelé ça faire kiffer les anges. Et du coup, par rapport à ce que disait Joël, enfin, justement, là, ce qu'on voit, c'est toujours frustrant parce qu'effectivement, ces jeunes-là, on est toujours, on dit, en fait, ils nous disent rien du tout. Enfin, alors que dans les documentaires, vraiment, justement, là où on est vraiment très satisfait. Je reviens un peu sur la question. Hein, ces documentaires que tu dis, je suis d'accord, mais il faut regarder les documentaires, s'il vous plaît, parce c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Distance critique dans les documentaires. Non, mais justement, le type de documentaire dont on parle, oui, que c'est soi-disant une caricature et que le type de documentaire qu'on voit le plus à la télé, c'est justement là où les gens auraient une parole que le montage rend plus intelligent, enfin, qui dit plus que ce qui serait dit naturellement, enfin, l'espèce de... et qui rend satisfait celui qui va voir ce genre de documentaire parce qu'il aura appris quelque chose de plus et ce qui, à mon avis, fait une grande différence, c'est que c'est pas ça le propos, c'est pas que ces jeunes-là nous... Je voudrais juste amener deux éléments, c'est-à-dire qu'il faut aussi justement distinguer entre ce que tu nommerais le documentaire de création qui ne trouve pas son format dans la télévision. Et là, il y a plein d'inventions, on est d'accord. Mais là, on parlait bien d'un standard télévisuel qui n'est pas du tout une satire dans ce qu'on fait. Mais c'est vrai que comme le film avec Capitulation, parfois on utilise un camouflage. Il semblerait que c'est Capitulation, c'est très clair que ça pourrait être une performance des années 70 filmée en direct, et ça ne l'est pas du tout, et on a complètement déconstruit et reconstruit, qui donnerait la forme de... On a un peu une tactique, alors dans ce sens-là, de camouflage. Là, le camouflage, c'est bien ces documentaires qui peuvent passer à la télévision dans un certain format. Là-dedans, on essaie de vous donner quelques éléments de comment on a déconstruit, reconstruit, pas à l'identique, justement une contrefaçon et toutes les divergences qu'il y a là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'avec un truc comme ça, on n'apprend rien du tout. Et pour nous, ça compte. Et ça, la télévision ne passera pas 26 minutes où on n'apprend rien.